Elle est l'une des dernières de son espèce. Une puissante rivière, restée sauvage. Elle arrose le mythique parc national de Yellowstone et façonne les montagnes du Grand Ouest américain. C'est l'histoire d'une rivière libre de ses mouvements, comme il en reste peu. Sans retenue, indomptée. L'histoire d'eau impétueuse, qui donne, mais qui prenne aussi. Un voyage des sommets jusqu'aux plaines. Où des terres ancestrales abritent des créatures d'un autre temps. Voici la rivière Yellowstone, libre et déchaînée. Les sommets du premier parc national de l'histoire alimentent la plus vaste étendue d'eau naturelle de montagne en Amérique du Nord, le lac Yellowstone. Ses berges s'étendent sur plus de 170 km. Sa profondeur maximale atteint près de 120 mètres. Ce réservoir naturel géant ne possède qu'un seul émissaire. La puissante rivière Yellowstone. Mais en ce mois de janvier, son exutoire est pris dans les glaces et se réduit à quelques flaques fumantes. Un refuge vital pour une espèce qui a jadis frôlé l'extinction. Les cygnes trompettes des montagnes rocheuses migrent presque tous ici, l'hiver venu. Ils se réunissent près des eaux libres de glace et chauffées par les sources géothermiques. Mais ce sanctuaire n'est pas totalement sans danger. Les plus grands oiseaux aquatiques du monde ont attiré un coyote affamé. Chasser sur une rivière gelée est un défi. Le coyote ne peut se mettre à couvert. Ici, pas moyen de se cacher. Il doit être patient et attendre un faux pas. Surprendre les cygnes n'est pas simple. Leur refuge est sommaire, mais cela suffit. Ceux qui s'éloignent un peu trop de l'eau ne pourront pas s'échapper rapidement. Il faut du temps pour faire s'élever un corps de 10 kilos dans les airs. Et ce temps est en train de s'épuiser.
Pour le coyote, une belle occasion s'éloigne à tire d'aile. Ce garrot à œil d'or ne peut s'enfuir par la voie des airs, ni battre en retraite vers l'eau. Il est blessé. Le petit coup de pouce dont avait besoin le coyote. Ce n'est pas un signe, mais c'est toujours mieux que rien. À la faveur de quelques journées plus chaudes, l'exutoire du lac Yellowstone s'ouvre enfin. L'occasion pour les cygnes de se dégourdir les ailes. La rivière qui a donné son nom au parc national de Yellowstone s'écoule désormais librement. Elle quitte le lac pour prendre la direction du nord. C'est le début de son voyage en direction de la rivière Missouri, à plus d'1 millier de kilomètres de là. Ce n'est pas un périple ordinaire. La rivière Yellowstone est le plus long cours d'eau sans barrage des 48 États contigus. Elle s'écoule avec une impétuosité devenue rare aux États-Unis. Elle abrite toujours une extraordinaire variété d'espèces. Même en plein hiver, elle reste une artère vitale qui attire de nombreux animaux. Le coyote doit chasser en permanence. Il lui faut absorber suffisamment de calories pour survivre à l'hiver. Il suit les eaux libres de la rivière. Le coyote passe l'essentiel de l'année seul. Parfois chasseur, souvent charognard, son adaptabilité fait sa force. Mais le coyote n'est pas à l'aise dans les eaux glacées. Et sa quête pour trouver de la nourriture sera aussi longue et éprouvante que la saison elle-même. Les loutres de rivière ne sont jamais aussi heureuses que dans l'eau. Elles dépendent de la Yellowstone lorsque leur habitat d'été, les lacs et leurs émissaires, se retrouvent gelés. Deux petits de moins d'1 an ont déjà atteint la taille de leur mère, mais ils ont encore beaucoup à apprendre. Ils passeront tout l'hiver à ses côtés et suivront chacun de ses mouvements. La mère les conduit en aval, vers un endroit qui leur est encore inconnu. Un trou de pêche parfait. Mais alors que la famille approche de sa destination, il ne lui est plus possible de rester dans l'eau. Un peu plus loin, la physionomie de la rivière change. Le courant se fait plus rapide. Au loin, un grondement se fait entendre. La mère fait sortir ses petits de l'eau.
Ils doivent maintenant marcher dans la neige profonde. C'est le seul moyen d'échapper au danger qui guette au détour de la rivière. Les Upper Yellowstone Falls, les chutes supérieures de la rivière, franchissent un rebord de pierre volcanique pour rebondir plus de 30 mètres plus bas. Les loutres ne peuvent risquer de les passer à la nage. Une telle traversée leur serait fatale. Il leur faut donc sortir de la rivière et opter pour un autre itinéraire. Heureusement, les loutres sont aussi expertes en glissade. Les jeunes ont pris le coup de main. L'éprouvante descente se mue en une aventure inédite. Les loutres arrivent en bas, presque en volant. C'est la première fois qu'elles visitent ce lieu, comparable à nul autre à Yellowstone. Dans cet écrin de glace, l'impact continu des chutes empêche l'eau de geler. La force de l'eau a creusé un profond bassin qui regorge d'oxygène. Un refuge idéal pour les grands poissons. Ayant pris leurs aises, les jeunes loutres explorent leur nouveau foyer. Elles pêchent depuis des îlots de glace flottantes. Et dînent dans des grottes sculptées. Elles savent tirer le meilleur de ce paysage hivernal exceptionnel. En mars, le soleil revient lentement à Yellowstone. La hausse des températures fait reculer neige et glace. D'énormes blocs se mettent à flotter sur la rivière. Leur volume et leur vitesse augmentent avec leur progression. Les eaux de fonte de 180 000 km² viennent alimenter la Yellowstone. En mai, les cours d'eau commencent à gonfler. Les affluents deviennent torrents. Des millions de litres d'eau se déversent dans la rivière. À 1 kilomètre en aval des chutes supérieures, le flot printanier tumultueux devient la plus importante chute de la rivière. Les Lower Yellowstone Falls, les chutes inférieures de Yellowstone. La rivière effectue un plongeon de 94 mètres, soit près de 2 fois la hauteur des chutes du Niagara. Les eaux blanches et rugissantes rongent aisément la pierre et sculptent le Grand Canyon de Yellowstone. Le fer contenu dans la roche colore les parois de la célèbre gorge d'un jaune d'or. Les sources chaudes et les fumerolles
trace des rayures roses et orange pastel. Avec 38 km de long et 365 mètres de profondeur, le Grand Canyon de Yellowstone témoigne de la puissance des eaux en furie. Avec la grande fonte printanière, les bisons entament leur migration vers les hauteurs. Ils doivent traverser les lits gonflés des rivières pour atteindre leurs pâturages estivaux. Ils ne sont pas les seuls voyageurs mus par la faim. Une femelle grizzly, à peine sortie de son hibernation, s'approche d'un affluent tumultueux. Elle est accompagnée. Après un long hiver de jeûne dans sa tanière et plusieurs mois à nourrir ses 3 oursons, elle a épuisé ses réserves. Il lui faut rejoindre son terrain de chasse de l'autre côté de la rivière. Mais la traversée ne sera pas facile. Les premiers jours qui suivent leur réveil, les oursons sont encore malhabiles. C'est un baptême de l'eau périlleux. Les bisons se déplacent en troupeau et protègent leurs petits par leur nombre. Les jeunes restent groupés, même lorsque leurs mères les conduisent dans des eaux dangereuses. Un jeune bison s'élance pour se retrouver immédiatement en eau profonde. Il déploie d'immenses efforts pour suivre sa mère. Lorsque le reste du troupeau leur emboîte le pas, c'est le chaos. La femelle grizzly n'a pas trouvé d'endroit facile où faire traverser ses oursons. Mais la faim la pousse à franchir la rivière, malgré tout. Ses petits hésitent, saisis d'inquiétude. La mère encourage ses oursons à la suivre. Les bisons luttent pour ne pas être emportés par les rapides. Même les plus robustes risquent la noyade. Le jeune bison est emporté par le courant. La femelle grizzly a peut-être fait le mauvais choix. Ses 3 oursons l'ont suivi dans la rivière. Ils doivent maintenant nager pour survivre. Et elle ne peut pas tous les aider en même temps. L'instinct maternel est farouche, mais la rivière l'est tout autant. La bisonne utilise son corps comme un rempart pour briser le courant. Abrité, son petit parvient à avancer, tandis que d'autres faiblissent. Ensemble, ils ont échappé à l'étau mortel de la rivière. Pour les oursons,
la périlleuse traversée touche également à sa fin. Un premier est en sécurité. Mais il en reste encore deux. Contre toute attente, les trois oursons ont survécu à leur première rencontre avec la rivière. Mais l'épreuve de la traversée les a épuisés. Avant de partir en quête de nourriture, une sieste s'impose. Le troupeau de bisons continuera son voyage vers des pâturages en altitude, au cœur de Yellowstone. La rivière, elle, poursuit sa course dans la direction opposée, pour quitter le parc et rencontrer la civilisation. Elle arrose la ville de Gardiner, dans le Montana, le point d'accès nord du parc national. Mais les rues sont vite remplacées par une mosaïque artificielle de ranchs et de résidences. À Paradise Valley, la rivière est dominée par les crêtes pointues de jeunes montagnes. Les turbulences du printemps s'apaisent et les courants se font plus conciliants. Sous la surface, la hausse des températures incite un insecte peu gracieux à trouver un partenaire. Pendant 3 ans, la mouche Pteronarcis californica a vécu sous la forme de nymphes dans le lit de la rivière. Une phase peu flatteuse, mais une transformation radicale s'annonce, à condition toutefois que la nymphe parvienne à effectuer le voyage de son foyer aquatique jusqu'à la terre ferme. Dans ses eaux propres et vives, la nymphe a bien grandi. Elle atteint désormais plus de 5 cm de long. C'est le plus imposant spécimen parmi plus de 3000 espèces de plécoptères que l'on surnomme les mouches de pierre. Pour la première fois de sa vie, la géante quitte le milieu aquatique. Mais avant de pouvoir ne serait-ce que respirer, elle doit se métamorphoser. Au coucher du soleil, des milliers de nymphes émergent de la Yellowstone et entament la même transformation. La mouche lutte pour s'extraire de son dur exosquelette. Il lui est impossible de respirer tant qu'elle n'a pas extirpé ses poumons de cette coque. Au prix d'immenses efforts, la nymphe devient mouche. Afin de pouvoir se mêler à la foule grandissante, elle aura besoin de ses ailes. Les membranes fripées doivent se déplier et sécher. À l'aube, la mouche scintille. Sa transformation est terminée.
Mais pour trouver de la compagnie, il va falloir grimper. Et effectuer le grand saut vers l'inconnu. L'effervescence emplit l'air. Les mouches n'ont que quelques jours pour trouver un partenaire et pondre leurs œufs. Tous les vols inauguraux ne se soldent pas par un succès. Un corps pesant et des ailes délicates rendent la mouche maladroite dans les airs. La moindre bourrasque peut l'expédier dans la rivière. Mouillées, ses ailes flambant neuves deviennent inutiles. Et des bouches affamées guettent la moindre occasion. Vive comme l'éclair, la truite remonte à la surface pour gober l'amas de protéines délivrées par la chute accidentelle. D'autres chasseurs se joignent aux poissons pour tirer parti de cet événement annuel. Mais les mouches de pierre sont si nombreuses que les prédateurs entament à peine leur population. Tandis que les températures plus chaudes de l'été s'étendent aux hauteurs, les vagues d'éclosion se poursuivent. D'épaisses nuées de mouches remontent la rivière pour rejoindre les chutes inférieures. Le long des berges, l'instinct les pousse à remplir leur seul et unique objectif. Un mâle, plus petit qu'une femelle, cherche une congénère. En une semaine, il s'accouplera à un maximum d'entre elles. En revanche, elles n'ont qu'un seul partenaire. Une fois l'accouplement terminé, la femelle expulse une grappe d'œufs. Elle la lâchera dans la rivière, abandonnant sa progéniture au courant. La mouche adulte ne vit que quelques semaines. Durant cet intervalle, sa présence attire de nombreux pêcheurs. Il pratique l'art subtil de l'imitation. Une mouche fabriquée à la main reproduit en tout point l'insecte géant. Les innombrables éclosions attisent l'intérêt pour les leurs. Le lancer requiert grâce et précision.
L'amérissage reproduit parfaitement la chute d'une mouche. Il faut des années pour maîtriser ces gestes. La courbure de la canne, l'arc de la ligne, autant de détails qui rendent le subterfuge crédible. La truite ne s'attendait pas à ça. Mais elle aura une seconde chance. Tant que l'éclosion des mouches se poursuivra, les occasions seront nombreuses et elles profiteront à chaque maillon de la chaîne alimentaire. La rencontre entre l'humain et la rivière ne se cantonne pas à cette étroite voie navigable. Des millénaires durant, les crues ont déposé des alluvions jusqu'au pied des montagnes. En irriguant les champs, les eaux de la rivière forment la base de tout un mode de vie. La Yellowstone rencontre la Northern Pacific Railway, une ligne de chemin de fer qui reliait les côtes Est et Ouest. Avec le développement des États-Unis, beaucoup de ces grandes rivières ont été exploitées. Les barrages ont alimenté la croissance d'une nation. Mais la Yellowstone, elle, évolue sans obstacle. Elle est le plus long cours d'eau sans barrage des États contigus d'Amérique. En l'absence de retenue, le niveau de l'eau s'élève et s'abaisse avec les saisons, assurant la survie d'une forêt rare. Pour se régénérer, les peupliers d'Amérique ont besoin des crues. Au printemps, les crues recouvrent les bancs de gravier. Le niveau de l'eau redescend, tandis que des nuées blanches commencent à s'élever des peupliers. Un seul arbre peut disperser plus de 25 millions de graines. Chacune est enveloppée de fibres duveteuses et flotte dans le vent. Les graines ont besoin de conditions optimales pour germer. Humidité, terre et soleil. Au moment idéal, le retrait des eaux révèle un gravier limoneux. Les jeunes plants ont à peine quelques semaines pour s'enraciner avant que leur site d'atterrissage ne devienne trop sec. Les peupliers d'Amérique s'épanouissent tout au long de la Yellowstone. Ils constituent l'habitat de plus de la moitié des espèces d'oiseaux du Montana. Le grand héron mesure plus d'1 mètre de haut. Il passe le plus clair de sa vie en solitaire. Mais pour élever leur progéniture, les plus grands hérons d'Amérique se rassemblent en colonies. Dans les hauts peupliers d'Amérique qui bordent la Yellowstone, ils construisent des nids en plateforme et se relaient pour protéger les oisillons des aigles, des ratons laveurs et d'autres prédateurs. Mais la relative sécurité de cette héronnière haut perché pose aussi des problèmes. Isolés dans les airs, les oisillons ne peuvent collecter de nourriture par eux-mêmes, même lorsqu'ils atteignent une taille respectable. Les parents ont la tâche de plus en plus difficile de nourrir leur impressionnante progéniture.
Le héron pêche en eau peu profonde. Il se sert de ses yeux pour localiser sa proie. Son menu se compose essentiellement de petits poissons. Il les avale toujours la tête la première, de façon à orienter les écailles pour qu'elles glissent mieux. Le héron secoue sa proie pour tenter de lui briser l'échine, afin de la rendre plus facile à avaler d'un coup. Bien à l'abri dans l'estomac de l'oiseau, le poisson est prêt à être transporté jusqu'à la héronnière. Le héron régurgitera ensuite le poisson pour ses petits. Les orages d'août saturent l'air d'électricité. La rivière s'écoule avec un regain d'énergie, tandis qu'elle atteint un paysage plus sec. Les sommets enneigés de la source sont bien loin de l'est du Montana. Ici, la Yellowstone révèle des histoires anciennes. Chaque bande rocheuse marque une géographie changeante, qui remonte à 65 millions d'années. Ici s'étendait jadis un marécage tropical, au cœur d'une mer intérieure. La lumière reflétée par la rivière a quitté des galaxies lointaines il y a de cela des milliers d'années. L'éclat de l'aurore boréale déploie un ruban multicolore à travers les terres arides. Au fond de la rivière apparaît un nouveau groupe d'espèces, des créatures qui ont côtoyé les dinosaures. La tortue serpentine a très peu évolué en plus de 90 millions d'années. Ses ancêtres étaient dépourvus de carapace protectrice. À l'image de l'actuelle tortue molle à épines, elles étaient sans défense. L'esturgeon scaphyrynque appartient à l'une des plus anciennes familles de poissons connues. Toutes ces espèces anciennes évoluent à l'extrémité ouest de leur aire de répartition naturelle. Leur présence annonce un nouveau changement. La Yellowstone commence à ressembler aux larges et troubles rivières des Grandes Plaines. Peu après avoir franchi la frontière qui sépare le Montana du Dakota du Nord, la rivière Yellowstone converge avec le Missouri. C'est la fin de son parcours. Une fois jointes, leurs eaux vont parcourir près de 5000 km pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Mais leur cours sera dompté. La rivière Missouri est soigneusement contrôlée par des barrages. Des réservoirs retiennent ces eaux, là où autrefois elles coulaient librement. Et beaucoup des animaux qui peuplaient les grandes plaines américaines sont aujourd'hui partis.
Mais au cœur de cette prairie, il existe un lieu où le passé a retrouvé ses droits. De petits troupeaux ont été réintroduits. À la fin de l'été, les bisons se rassemblent pour le rut. Les mâles s'affrontent pour établir la hiérarchie et pour avoir une chance de transmettre leurs gènes. Le son de leur combat a longtemps résonné à travers ces grandes plaines et sur toutes les berges de la rivière. Depuis ses premiers pas dans le parc national de Yellowstone, à la source de la rivière, les géants échangent des coups furieux. Leur rituel marque la fin de l'été. Et comme la rivière, le cycle des saisons continue à s'écouler. Pour ceux qui ont vu la rivière sous son jour le plus impitoyable, l'été offre un répit bienvenu. C'est l'époque de l'abondance. Avec le passage des saisons, la rivière changera elle aussi. L'histoire est en mouvement constant le long des berges sauvages de la Yellowstone.